Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour cette 7e et avant-dernière vidéo à propos de la classe contrôleur PID et de ce qu'il y a autour. Alors, pour rappel, on retrouve cette classe dans l'organigramme que je vous avais présenté. En interaction directe avec le défileur de tâches et qui utilise à la fois les blocs moteurs, comme on l'a vu pour la deuxième vidéo, l'odométrie, comme on l'a vu pour la vidéo juste avant, odométrie qui utilise le gyroscope et les encodeurs magnétiques. Très bien. Donc à l'issue de cette vidéo, on aura toutes les informations relatives au déplacement. Et il ne restera plus qu'à utiliser intelligemment une classe au-dessus pour pouvoir agencer les différentes fonctions de déplacement les unes entre les autres. Très bien. Alors, contrôleur PID. Alors, notre système est un système dit asservi. Il y a des consignes de position, généralement la position où on veut arriver, et la position où on est effectivement. Notre but avec un correcteur, c'est de arriver à la consigne, et on utilise pour ça l'erreur, qui est l'écart entre la consigne souhaitée et la position où on est effectivement. Il y a plusieurs manières de corriger un système. C'est des choses qu'on voit très bien largement en cours de sciences de l'ingénieur ou au cours de première année sur les systèmes asservis. Et nous avons adopté pour un type de correction qui est une correction proportionnelle intégrale dérivée. Mais en réalité, on a la structure, on a le code qui permet d'avoir un PID, mais on n'utilise pas forcément tous les coefficients. On va le voir, on va le voir quand on sera dans le code. Alors l'idée, quand on a un correcteur, euh, par exemple sur cette slide-là, c'est qu'on a une entrée qui est la consigne ici. Pardonnez-moi, l'image est un peu pixelisée. On a une sortie. Et ce qu'on utilise, c'est que on regarde la sortie, donc c'est l'état, on la compare à la consigne, on fait plus la consigne moins l'état actuel et ça nous génère une erreur. Cette erreur, elle est coefficientée et additionnée dans le cas du PID pour être corrigée. Donc, ce qui va se passer, c'est que la correction intégrale va. La correction proportionnelle va appliquer un coefficient multiplicatif capé à l'erreur. Donc, imaginons, on est dans le cas d'une voiture qui avance de manière unidirectionnelle. On a une erreur de 10 mètres. Eh bien, nous allons, si le coefficient est de 0,5, appliquer en entrée du système, donc par exemple les moteurs, une consigne de 5. Donc la consigne U de T qui se place avant le processus. Donc dans notre cas, c'est toute la chaîne de motorisation, plus le bâti, plus tout ça, qui fait que quand on applique une certaine consigne au moteur, le tout avance. Donc on remarque que plus l'erreur est grande, plus la consigne vers le processus sera grande. Si j'ai une erreur de 0,1 et que mon coefficient est de 0,5, j'aurai une erreur beaucoup moins grande. J'aurai une erreur beaucoup moins grande que si l'erreur est. Enfin, j'aurai une correction U de T qui sera d'autant plus grande que l'erreur est grande. Alors, c'est une première manière de procéder, c'est la manière la plus simple de faire, mais ça pose quelques problèmes.
notamment quand l'erreur devient petite. Du coup, la consigne U de t devient petite. La consigne vers le processus devient trop petite, et si jamais on a des non-linéarités, par exemple des frottements, eh ben, on va se retrouver à avoir une consigne trop petite pour que le robot avance, et pourtant on sera toujours pas arrivé à la consigne. C'est pour ça que généralement on, on rajoute une correction intégrale qui, au coefficient près, dit plus l'erreur est grande longtemps, plus je vais générer une consigne U de t qui sera grande. Vous voyez sur cette boucle-là qu'il y a une intégrale. C'est pour ça que c'est l'erreur d'intégrale. Et l'intégrale de l'erreur traduit la somme des erreurs et à quel point est-ce qu'on est longtemps, on a longtemps une erreur. Et donc, un système qui serait longtemps très à côté de la consigne, avec une erreur trop faible pour vaincre les frottements, au bout d'un moment, par l'effet de l'intégrale qui additionne les petites erreurs, génère une erreur plus grande qui permet de revaincre ces frottements. Et l'idéal, c'est de combiner les coefficients pour que on ne s'arrête jamais et on ne soit jamais victime des frottements, et qu'on donne en fait avec ce coefficient I l'inertie suffisante pour arriver pile sur la consigne le plus vite possible. C'est l'idée. Et enfin, on a le coefficient D, le coefficient de dérivée, qui vient rajouter une correction supplémentaire en fonction de l'évolution de l'erreur. Si jamais l'erreur diminue, on a a priori un signe moins, on a a priori un signe moins qui va se balader, et sur la somme totale U de t, ça va ralentir le système au fur et à mesure qu'on s'approche de la consigne. Ça permet de faire en sorte d'avoir une grande correction au début, au début de la phase de correction, où on a une erreur qui est grande, et que plus l'erreur diminue, finalement, moins on corrige, parce qu'on est plus près de la on est plus près de la position qu'on veut atteindre. Et ça nous permet, dans les phases les plus avancées, dans les premières phases, d'accélérer la correction, puisqu'elle est ensuite, quand on arrive près de la consigne, diminuée. Et c'est en jonglant avec ces trois coefficients qu'on peut avoir des performances très satisfaisantes sur beaucoup de systèmes. Et il y a une erreur, il y a un exemple juste au-dessus de comment est-ce qu'on passe d'un système qui est à côté de la plaque à un système qui est rapide. On voit qu'au début, par exemple, Kp est augmenté, ce qui permet de s'approcher de la consigne. Ki est augmenté pour vaincre l'erreur statique et ne plus être complètement à côté de la plaque, et que Kd est ensuite augmenté pour diminuer les oscillations en réduisant oui, réduit les oscillations, parce que plus on s'approche de la consigne, moins la correction s'effectue. Enfin, c'est pas exactement ça, c'est... Bref. Voilà, l'animation est plutôt parlante. Voilà, je sais pas s'il y a besoin d'en rajouter. L'idéal, quand on est dans un système dans un système où c'est la position qu'on asservit, généralement c'est pas trop... On travaille pas tant que ça sur des asservissements en position, mais nous c'est notre cas. L'idéal, c'est de pas avoir de dépassement, parce que sinon le robot avance très vite, il recule,
Et finalement, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux arriver lentement sur la consigne avec un KP un peu plus faible et un KI un peu moins faible sans trop toucher au KD pour arriver à faire des choses sympathiques. Et de toute manière, il va y avoir une chose à prendre en compte, c'est que on va forcément devoir ajouter on va forcément devoir ajouter des seuils d'erreur. Parce que, imaginons mon robot est à la position 0 et je veux lui faire aller à 2 mètres. Bah finalement, c'est pas sûr une consigne d'échelon qui est directement l'erreur pour faire 2 mètres, ça soit le plus intéressant. Parce que peu importe le robot, il va pas se déplacer instantanément à la consigne, étant donné que bah, ce qu'on va mettre dans les moteurs, c'est limité à une certaine vitesse. Et, euh, si on voulait vraiment avoir un comportement en échelon, là, comme on le voit, avec une consigne en échelon, en partant de zéro, comme on le voit sur le graphique là, et bah, il faudrait que les moteurs aillent vraiment très vite, que la mécanique soit parfaite. Bref, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on fait dans les faits, c'est que on met un seuil un seuil d'erreur, et il n'y a que quand on passe en dessous de ce seuil qu'on considère vraiment une erreur de type échelon. Sinon, il faut considérer que c'est autre chose. Bref, ce sera un petit peu plus clair quand on sera au niveau du code. Voilà, voilà. Allez. Donc, pour pouvoir utiliser notre contrôleur PID, on va devoir copier cette classe. Également, la classe, où est-ce qu'elle est? La classe trajet. Hop là, donc on va d'abord faire contrôleur PID. Voilà. Alors bon, mon explication du PID, elle est un petit peu à la main, elle n'est pas très rigoureuse, mais je peux pas vraiment faire mieux en peu de temps. Donc après, il faut jouer avec les coefficients, et puis il y a plein de simulateurs sur internet pour voir un peu comment ça se comporte. Et voilà, et il nous manquait donc trajet. Trajet, trajet, trajet. Voilà. À cet endroit-là. Voilà, on vérifie bien les inclusions dans contrôleur PID, voir si on n'en a pas oublié. Bloc moteur, ça y est. Trajet, ça y est. État dynamique robot, ça y était déjà. Odométrie, pareil. Réglage, pareil. Voilà, ça c'est pas forcément utile. Ok. Alors, on va commencer par la structure trajet qui est pas incroyable, mais on a une structure objectif qu'on utilise dans cette classe ici. Voilà, on voit qu'on a un tableau d'objectifs, qu'on peut ajouter des objectifs. Alors, c'est une structure générique qui nous permet de générer une consigne, hein. Euh, donc, on a un constructeur avec, vous le voyez ici, en paramètre la distance maximum. C'est cette histoire de seuil, mais en fait, c'est pas utilisé comme ça, donc il ne faut pas faire attention à ce paramètre. Donc, le constructeur. Une fonction qui permet d'ajouter un trajet de type ligne, donc on veut aller à la position xy. Une fonction pour ajouter un trajet de type rotation, où on fait seulement une rotation sur soi-même. Voilà. Un booléen pour savoir si la liste d'objectifs donc, qui est stockée dans ce tableau d'objectifs est vide.
un getter sûrement du premier élément du tableau d'objectif. La même chose, mais ça le retire du tableau. Un restart et un clear. Alors je sais pas à quel point c'est vraiment utilisé dans, dans le code du contrôleur PID. Je crois qu'il y a juste la structure objectif qui est vraiment utilisée, mais je m'en souviens plus trop, donc on va voir ça. Alors on va pas forcément rentrer dans le détail de ce qu'il y a ici, c'est pas forcément le plus intéressant. On va directement aller voir dans le contrôleur PID et faire des retours ici, voir ce qui se passe. Allez, contrôleur PID. Alors les différentes fonctions. Le constructeur qui prend en argument les moteurs et l'odométrie. Une fonction pour définir un objectif de ligne, donc on va à x, y données. De rotation, donc on donne que θ. Une fonction qui prend directement en paramètre une structure objective, donc ça peut être x, y et θ à la fois. Une fonction d'update, donc un peu comme l'update du contrôleur PID, mais sauf que cette fois-ci, bah, on rentre dans la boucle, on lit les capteurs, on applique les nouvelles consignes, etc. Une fonction pour set le bloc moteur a posteriori de ce qu'il y a ici, c'est plus trop utile, mais voilà. Une fonction pour pour multiplier tous les coefficients du PID par un coefficient multiplicateur, ça peut être utile si on veut faire certains mouvements corrigés très vite, parce qu'on a des petites distances ou des mouvements plus lents. Un getter du bloc moteur, un getter de l'odométrie, bon pareil, pas forcément très utile. Stop moteur, pareil, pas forcément très utile. Voilà. Lui, il sert plus à rien, il est plus utilisé. Bloc moteur et odométrie, bah voilà, ils étaient pris en argument ici, ils sont recopiés, ils sont enregistrés ici. Les différents coefficients du PID. Donc ceux-là, c'est les coefficients qui vont s'appliquer à l'erreur de distance. Ici, l'erreur d'angle quand on est en train de faire un déplacement vers XY. C'est-à-dire que on différencie la correction en angle entre le moment où on a une consigne purement de rotation et une erreur d'angle pendant un trajet pour aller à XY donné. Les coefficients de correction quand on fait une rotation seule. Différentes structures appelées erreurs polaires où il y a une erreur en X, une erreur en Y et une erreur en θ. Donc on a des erreurs de type... alors pourquoi polaire? C'est parce que bah, vous allez... Enfin, on va dire, ignorer le fait qu'il est marqué polaire, hein, ce sera plus simple. C'est même plus, je crois que c'est même plus vrai. Donc des erreurs, les dernières erreurs, comparer erreur et dernière erreur, bah, c'est par exemple utile pour calculer le coefficient, l'erreur dérivée et la somme ici pour l'erreur intégrale. Voilà une fonction qui permet de calculer les erreurs de mémoire. Ça c'est plus utilisé. Ensuite deux manières d'appliquer, de corriger le système en fonction des erreurs. Bah, soit on est dans un trajet générique, soit on est dans un trajet avec rotation pure. Cette fonction-là n'est plus utilisée. Cette fonction-là permet de normaliser les consignes des différents moteurs. Par exemple, si j'ai pour rappel, hein, dans bloc moteur, on lui donne des flottants entre 0 et 1. Bah, s'il y en a un moteur qui a 2, un autre à 1, un autre à 0,5, un autre à 0,25, et ben on va tout diviser par 2, on va tout diviser par le maximum pour que le rapport des vitesses entre les différents moteurs soit conservé et qu'on ne dépasse pas le fameux la fameuse limite qu'on a vue dans bloc moteur où on n'est jamais supérieur à 1.0. Et si je laissais à bloc moteur le travail
de normaliser les consignes, bah, tous ceux qui seraient supérieurs à 2 seraient ramenés à 1, et on garderait pas le rapport de vitesse entre les différents moteurs, ce qui est problématique, hein, si on s'attend à un déplacement sur le côté et que finalement on n'a pas tout à fait ce qu'on voulait. Parce que le rapport entre les différents trous n'est pas conservé. Une fonction pour appliquer les consignes, il y a tout un tas de paramètres ici. La période de mise à jour du contrôleur PID, je sais plus si elle est utilisée celle-là. Un booléen pour savoir si l'objectif est atteint, si l'objectif est une rotation pure. Je crois que ce booléen n'est plus utilisé. Voilà, objectif et start, c'est des positions du robot, donc celle de l'objectif et celle du départ. Voilà, je ne sais plus quand elles sont utilisées, mais on le verra. Ici, un int pour savoir pendant combien de coups on a été dans le tube de consigne, enfin dans le tube autour de la consigne, pour savoir qu'on a effectivement réussi à atteindre la position. On attend un certain nombre de coups et on regarde est-ce que je suis autour de la consigne souhaitée pendant plus de X coups, et si je le suis, je considère que l'objectif est atteint. Si dès que j'arrivais à la consigne, je considérais que l'objectif était atteint, bah, il suffit que le robot ait de l'inertie et en fait il continue à avancer, on n'est pas là où on souhaitait être. Voilà, ça je crois que c'est plus utilisé, pareil pour ça. Ça je crois pas non plus, on verra. Les différentes consignes des moteurs. Un booléen pour savoir si la phase d'accélération est finie ou pas, parce que bah, en fait on n'applique pas tout de suite directement l'erreur de position au moteur. En fait pendant un certain temps on bride volontairement les moteurs et en fait on diminue virtuellement, pour être exact, on diminue virtuellement les erreurs de 0 à 100%. Euh, Quand on est à 100%, bah, les erreurs ne sont pas modifiées, et on est à 100% que à la fin de la phase d'accélération qui dure un certain temps, et la diminution des erreurs est linéaire en fonction du temps qui s'est écoulé et en fonction du temps de la phase d'accélération. C'est pour ça qu'on a un timer, euh, un timer ici qui permet d'enregistrer le début, la date à laquelle la phase d'accélération a commencé, et un booléen ici qui nous permet d'initialiser ce timer intelligemment. Ok. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors j'espère que pour l'instant c'est clair, hein. Alors, ça c'est pas intéressant. Limiteur, vous pouvez le retenir, il est modifiable, pour l'instant il est à 300. Ça, bloc moteur, bon voilà, pas intéressant. PID boost, bah, vous voyez que PDist et dist et DDist est multiplié par le multiplicateur. Contrôleur PID, donc on a certaines initialisations. Donc bloc moteur et odométrie sont recopiés à cet endroit là. Voilà, donc voilà, faut les initialiser hors du main et les passer en paramètre du contrôleur PID. Min update période, bah, qui est calculé à partir du min update période de l'odométrie. Voilà. Objectif qui est initialisé à 0, 0, 0, la structure 0, 0, 0. Et start qui est une position état dynamique robot à init x, init y, init θ qu'on retrouve dans réglage.h. Alors je ne sais plus si objectif et start sont réellement utilisés, hein. Voilà, date start égale 1010. Alors il y a pas mal d'endroits où en fait on pourrait enlever des lignes et nettoyer le code, mais bon, c'est pas fait pour l'instant, donc peut-être qu'il y aura une nouvelle version du code qui sera sortie où tout sera bien corrigé et commenté, mais pour l'instant c'est pas le cas.
Voilà, des initialisations. Bah, objectif atteint, on le met à true par défaut. Objectif rotation, on le met à false par défaut. En fonction du robot, on définit ces coefficients-là. Vous voyez, hein, je vous ai pas menti, finalement j'ai pas eu à utiliser T, que utiliser PI. Voilà. Finalement, en fait, on a créé certaines variables enfin, certains attributs dans la classe et on les initialise, quoi, hein. Somme des erreurs à 0. Last x, last y, bah, on les met à... On fait simplement un get de l'odométrie. Phase d'accélération finie, on le met par défaut à false. Pareil, on a un timer, on l'initialise. Les consignes des moteurs importants à initialiser, tout à 0. Et timer accélération launch à false. Bon. Alors, comment est-ce qu'on utilise cette classe de l'extérieur? Ça nous permettra de faire le point. On va appeler une de ces trois fonctions pour définir un objectif. Et ensuite, on va appeler en continu la fonction update. Et quand celle-ci nous renverra true, bah, c'est que l'objectif aura été atteint, sinon ça nous renvoie false. Alors, voyons déjà par exemple comment définir un objectif. Donc la manière la plus simple, bah, c'est de passer une structure objectif en paramètres. Sinon, on peut directement mettre XY quand c'est une ligne droite directe ou un angle quand on veut faire une rotation seule. Voilà. On a un objectif qui est enregistré dans la classe et on appelle la fonction setPosition pour mettre x, y et θ bah, à la position qu'on a renseignée en passant sa structure. On avait une autre structure état dynamique donc, qui s'appelle start, qui est set à bah, la position lue par l'odométrie. On réinitialise bien objectif atteint à false parce que bah, en fait il est mis à true pour les précédents objectifs, donc on le remet à false parce qu'on va bientôt commencer un nouvel objectif. On remet à 0 les erreurs, on redéfinit les timers, on remet tout à 0, bref, voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, alors c'est à peu près la même chose pour cet objectif rotation, hein. Voilà. Sauf que bah, c'est pas fait exactement de la même manière. Et pareil pour celui juste au-dessus, avec XY comme ça. Voilà, c'est sensiblement la même chose. Et donc, une fois qu'on a appelé cette fonction, ben, on va venir update en utilisant la fonction update du contrôleur PID. Et il va se passer plusieurs choses. Alors déjà, on lit la date. Si le timer d'accélération n'est pas lancé, ben, on va le lancer. Et on dira que le timer est lancé, donc on ne rentrera plus jamais là-dedans avant un prochain objectif. On appelle cette fonction-là qui permet d'avancer les moteurs avant de 1 pas et de reculer les moteurs de 1 pas, comme ça on est sûr que les pas des moteurs sont bien positionnés. Et en boucle, si on appelle l'update du contrôleur PID en boucle, on appellera en boucle l'update de l'odométrie. Et quand l'update est true, c'est qu'on a calculé une nouvelle position, donc qu'on peut effectivement corriger. Vous voyez que sinon, bah, de cas, soit l'objectif est atteint, on renvoie true, soit on renvoie false. Alors, imaginons que l'update de l'odométrie soit fait. On fait d'abord appel à process erreur polaire pour calculer les erreurs, et en fonction du fait de si l'objectif est une rotation pure, on fait soit process PID rotation, sinon dans le cas général, on appelle process PID. Alors, voyons process erreur polaire. Donc, XY est état, les positions de l'odométrie, hop, on les enregistre. Pareil, pour les consignes, on les récupère et on calcule l'erreur en angle, qui est l'angle entre bah, la consigne et l'angle actuel, et l'erreur en X et en Y, qui est la différence, c'est X moins X, c'est Y moins Y.
Euh, voilà, voilà. Où il n'y a pas besoin de faire attention à ça, c'est plus utilisé. Euh, voilà. Alors, deux cas. Alors, si jamais on a des erreurs qui sont supérieures à la limite qu'on a définie arbitrairement avec des tests, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va venir normaliser les autres erreurs. Donc, par exemple, si x il vaut 400 et que y il vaut 200, bah on va normaliser au maximum. Donc, x repassera à 300 et du coup, y sera diminué pour que le rapport des erreurs soit conservé. Donc, on fait ça, bah, par exemple, et pareil pour l'erreur en angle. Voilà, voilà. Donc ce qui fait qu'on n'a jamais ni XR euh, ni YR qui est supérieur à 300. Et dans le cas où c'est supérieur, bah, on normalise. Et dans ce cas-là, on désactive la correction intégrale parce que la somme des erreurs est remise à zéro. Ça ne sert à rien d'appliquer des erreurs intégrales alors qu'on est encore dans une phase où l'erreur est trop grande et on la bloque. Ça n'aurait pas de signification d'accumuler des erreurs et de les stocker. Sinon, au moindre coefficient qu'on met, bah, l'erreur explose et on n'arrive pas à manipuler le coefficient, quoi. Et il est plus vraiment représentatif de ce qu'on veut corriger. Donc pareil, dans le cas où l'erreur en angle est supérieure à pi sur 16, on enlève la correction intégrale. Si il s'est écoulé, alors attendez, c'est des microsecondes. Donc s'il s'est écoulé plus de 4 secondes, on dit que la phase d'accélération est terminée. Sinon, on va venir multiplier toutes les erreurs par le ratio du temps avancé par rapport à ces 4 secondes-là. Et on sauvegarde toutes les différentes erreurs dans la structure ici. Voilà, c'est pas plus compliqué ça, c'est des calculs d'erreurs. Avec quelques subtilités, c'est l'histoire de normalisation où il faut normaliser de sorte à conserver le rapport entre les erreurs. Puis voilà. Et on n'a pas de normalisation directement par rapport à l'angle parce que bah, l'erreur, elle est comme tous les angles sont entre moins pi et pi grâce aux fonctions de type delta angle tout. Mais en fait, on a toujours une erreur qui est entre moins pi et pi et ça dépasse jamais les 300 ici comme ça, donc c'est pas réellement un problème. Juste si c'est supérieur à pi sur 16, si l'erreur est supérieure à pi sur 16, bah, on prend pas encore en compte l'erreur intégrale, sinon ça pose certains problèmes de manière expérimentale. Voilà, voilà. Donc une fois qu'on a calculé les différentes erreurs, on voit la fonction d'après, on va process PID. Alors on va le voir que dans le cas général, l'autre cas ici n'est pas forcément très utile. Donc voilà, on réimporte les différentes erreurs. Ici, on met à jour la somme des erreurs polaires en faisant plus égale les erreurs. Et enfin, ces variables ici là qu'on avait initialisées à 0, et bah, elles vont être corrigées grâce au PID. Donc on voit que on a trois coefficients, celui en XR qui fait bah, où l'erreur en XR est corrigée proportionnellement, intégralement avec la somme des erreurs polaires, et de manière dérivée avec la différence entre l'erreur en cours et la dernière erreur. C'est comme ça qu'on fait l'intégrale et la dérivée dans un système numérique, hein, ça avec des additions ou des soustractions. Bon, pour peu que vous ayez fait un petit peu de mathématiques, ça va pas vous sembler aberrant. Pareil pour y, pareil pour θ. Mais vous voyez que bah, c'est pas les mêmes coefficients. Là on est dans le cas général, donc c'est pédiste cap qui est utilisé pour l'erreur en angle.
Mais si on est sur une rotation pure, bah, ce sera pcap de mémoire, ou alors il n'a pas exactement le même nom. Bon, on le verra tout à l'heure. Voilà, on stocke les dernières erreurs ici. Euh, voilà, voilà. On réimporte l'erreur en angle ici, alors c'est pas forcément le plus intelligent de recréer des variables comme ça, de refaire appel aux fonctions, mais bon, ça marche. On a de nouveaux TR et plusieurs cas. Soit l'erreur en X, alors plusieurs cas, soit on n'est pas arrivé à la position, soit on est à côté de la position. Enfin non. Soit on est arrivé à côté de la position et dans ce cas-là on fait ce qu'il y a ici, soit on n'y est pas et dans ce cas-là on réinitialise ce compteur de nous sommes à côté de la position. Donc pour être à côté de la position, on voit qu'il faut que l'erreur en X soit inférieure à 5, donc 5 mm, que l'erreur en Y soit inférieure à 5 mm, que l'erreur en angle soit inférieure à 15 fois pi sur 120, et que la phase d'accélération n'est pas terminée. Parce que là, vous voyez, on a des erreurs en X, en Y, mais que celles-ci sont modifiées en fonction de la phase d'accélération et des normalisations. Donc on ne veut pas que on ait l'impression qu'on soit à côté de la consigne, alors que l'erreur a été virtuellement descendue pour générer une phase d'accélération. Donc c'est pour ça qu'on attend aussi que la phase d'accélération soit terminée. Voilà, voilà. Donc dans le cas où on est à côté de la position, bah, on incrémente pose OK. Et si c'est supérieur à 10, on dit objectif atteint égale true. Ce qui permet, si vous vous en souvenez dans l'update, bah, de retourner true. Et si on gère les choses intelligemment au-dessus, bah, dès qu'on observe que l'update de contrôleur PID nous renvoie true, bah, on arrête d'appeler l'update du contrôleur PID à ce moment-là, quoi, parce qu'on est arrivé à la position, ça sert à rien, plus rien de corriger. Voilà. Enfin, une fonction qui permet de calculer les consignes du moteur en fonction des différentes erreurs. Et là, c'est là où le absolu trèfle est important, parce que ici, on a des erreurs qui sont relatifs au système de coordonnées du terrain, et nous, on veut les transformer en consignes de moteur pour ces consignes-là qui sont dans le référentiel du terrain et qui ne sont pas dans le référentiel du robot au vu de comment on les a calculées. Et ensuite, on normalise les consignes, on peut voir comment on fait ça, hein, c'est simplement, on regarde quel est le max, on l'enregistre, et si le max est supérieur à 1.0, bah on divise chaque valeur par le max, chaque valeur par la valeur absolue du max. Voilà, tout simplement. Et une fois qu'on a fait ça, bah on applique les consignes. Alors je reviens sur le PID, il y a normalize consigne ici, et dans l'update du contrôleur PID, si j'y reviens, on voit que on applique les consignes ici et on fait directement appel à bloc moteur que dans le cas où l'objectif n'est pas encore atteint. On fait moteur on et moteur commande vitesse CFD, CFG, CBD, CBG. Voilà, voilà. Et dans le cas où l'objectif est atteint, on stoppe les roues. Voilà, voilà. Alors ça fait pas mal d'infos d'un coup, mais ça risque d'être un petit peu plus clair sur la mise en œuvre, qui est un peu plus facile à faire que de comprendre tout ce qu'il y a ici. Surtout que y a pas mal de trucs qui servent à rien et il faut réussir à savoir ce qui sert à quelque chose et ce qui sert à rien. Donc un débroussaillage du code s'impose, hein, je pense, dans les prochains jours. Alors voilà, on en était rendu à cet endroit-là, où on avait un while 1 et où on testait l'odométrie. Alors on va pas supprimer ce code-là, on va simplement exécuter cette boucle pendant un certain temps.
Voilà, disons 10 secondes. Et ensuite, on va utiliser les différentes fonctions du contrôleur PID. Alors pour ça, il faut qu'on include le contrôleur PID. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de plus? Je crois pas. Voilà. Alors, on est obligé de le créer après avoir créé bloc moteur et odométrie. Donc par exemple ici. On passe en argument le premier c'est motors, ensuite c'est odo, et normalement on n'a rien besoin d'autre. Voilà. On va se créer un objectif qu'on va pouvoir renseigner. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que donc dans un premier temps, on va renseigner un objectif de sorte à ce que le robot avance de 1 mètre à partir de la position où il est. Enfin, qu'il avance en X de 1 mètre à partir de la position où il est. Donc dans un premier temps, on va faire attention à ce qu'on ait bien défini correctement la position de base du robot. Alors il faut savoir qu'il y a une position par défaut qui est enregistrée dans Odometry. On peut le voir dans le constructeur comment c'est fait. Mais que du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement... la renseigner comme ça. On va tout mettre à 0 pour être sûr. Hop là. 7x0. 7y0. 7θ 0. Donc voilà, on a la position du robot mise à 0. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut renseigner la structure objectif. Donc on va dire... Comment je l'ai appelé? myObj. Alors, comment est-ce qu'on renseigne un objectif déjà? Je vais faire CTRL-clic pour aller voir. On a x, y, θ et booléen rotation only. Alors, x, ben, on va essayer d'aller à la position 1000 pour faire 1 mètre. Y, on va rester à 0. θ, on va rester à 0. Et rotation only, ben, on ne fait pas qu'une rotation, donc on va mettre ça à false. Voilà. Et ensuite, on va faire contrôleur. Contrôle flèche cet objectif. myObj, ça. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire while control flèche update différent de true. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à la consigne, et ben on va pas oublier d'appeler le handler du gyroscope, parce que sinon ben, on n'aura pas la position, on n'aura pas l'angle du robot à partir du gyroscope qui est mis à jour. Donc pour un trajet en ligne droite, c'est pas forcément grave, mais voilà, il faut y penser. Et
dès qu'on aura fini ça, bah, c'est-à-dire qu'on sera arrivé à l'objectif et bah, par exemple on peut faire un nouvel objectif. Cette fois-ci on va faire une translation vers la droite de 500 mm en gardant la même orientation, donc ce qui est possible avec des roues type Mecanum. Et voilà, tout simplement. Et donc en faisant ça, je sais qu'à la fin de cette boucle while, bah, je suis arrivé à 1000, enfin en tout cas à côté, à la fin de cette boucle là, je sais que je suis arrivé à 1500. Donc voilà, on retrouve hein, cette même structure avec une boucle while et on fait des choses en parallèle, notamment bah, ne jamais oublier d'appeler le handler de l'odométrie. Voilà comment est-ce qu'on utilise contrôleur PID depuis l'extérieur. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que sur ce trajet-là, on peut décider de faire contrôle flèche PID boost en multipliant tous les coefficients par 5.0 par exemple. Et on n'oublie pas à la fin de remettre les coefficients comme ils étaient avant, par exemple. Si je voulais faire une rotation pure, bah, je pourrais faire comme ceci. Donc là, il va faire un tour de 180 degrés. J'ai oublié ici là, le contrôle flèche set objectif, j'ai oublié ici. Là, pareil comme ça, voilà. Et voilà, donc vous voyez, je fais beaucoup de copier-coller. Hein. Ça, a priori, ça s'utilise pas comme ça directement dans le main, mais c'est pour vous donner une idée. Voilà, voilà. Pas très bien, mais je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et cette fois-ci, on verra comment gérer les tâches. Donc comme ça, on n'aura plus à écrire autant de lignes dans le main pour se déplacer. On aura juste, a priori, tout ça, c'est remplacé par 3 lignes. Donc c'est quand même plus simple. Et en plus de ça, bah, on pourra faire autre chose que des déplacements. On pourra faire des actions, on pourra faire plein de choses. Allez, à la prochaine.